Deux chiffres se croisent et déstabilisent. En 2023, plus de 10 000 familles de soldats ont été aidées alors même que le pays sombrait sous des attaques incessantes. Ce contraste brutal, soutien massif au cœur d'un effondrement sécuritaire, révèle un paradoxe qui bouscule les logiques classiques du pouvoir. Que signifie pour chacun ce renversement de perspective quand Ibrahim Traoré choisit d'être physiquement présent là où le danger est le plus dense? Une fracture s'ouvre, laissant entrevoir une autre manière de gouverner. L'enjeu devient clair dès que l'on observe comment un pays en guerre tente de reconstruire ses fondations sociales sans disposer des leviers habituels de puissance. La promesse implicite, simple mais décisive, un lien armée-nation restauré, agit comme un fil conducteur de tout le récit. Au cœur du Burkina Faso, cette stratégie cherche moins à impressionner par des démonstrations de force qu'à stabiliser ce qui manque le plus: la confiance. Lorsque les familles de soldats reçoivent une aide régulière, lorsque les blessés retrouvent un espace de rééducation digne, une dynamique s'enclenche. Elle ne règle pas la guerre, mais elle transforme la façon dont un peuple perçoit l'État. Comme un petit moment d'accroche surgit ici. Comment un dispositif social peut-il influencer la cohésion militaire au moment où la pression terroriste atteint des niveaux extrêmes ? Car c'est bien là que se situent les enjeux véritables. Si l'armée tient, la société tient. Si la société tient, le pays se redresse. Cette articulation, fragile mais essentielle, conditionne toutes les trajectoires possibles des prochains mois. De fait, dévoile immédiatement l'envers du décor. En 2022, alors que les attaques terroristes se multipliaient dans plus d'une dizaine de zones rurales, Ibrahim Traoré n'a pas cherché à consolider son pouvoir depuis la capitale. Il a commencé par écouter les soldats épuisés sur le terrain, un choix qui tranche avec les réflexes institutionnels habituels. À partir de cette bascule initiale, toute la trajectoire devient plus lisible. La prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré ne s'inscrit ni dans un coup de force prémédité, ni dans une logique de conquête personnelle. Elle surgit dans un vide politique, formé par l'incapacité de l'ancien pouvoir à enrayer l'insécurité et la désagrégation progressive des villages du Nord et de l'Est. L'effondrement du moral, le manque de soutien matériel et la défiance grandissante entre combattants et hiérarchie constituaient un terreau de rupture. Comme une révélation discrète agit alors comme une clé de compréhension. Avant tout discours, il y eut l'écoute, et avant toute stratégie militaire, il y eut la reconnaissance d'une souffrance. Cette approche, presque atypique dans un pays en guerre, a profondément réorienté les attentes du peuple. Car lorsque la population voit un dirigeant s'asseoir dans la poussière avec des soldats qui n'ont pas dormi depuis 2 nuits, l'image n'est plus celle d'un pouvoir distant, mais d'un pouvoir qui se compromet volontairement. C'est dans cette logique que s'inscrit la création du Fonds de solidarité nationale pour la défense. En apportant une promesse concrète, garantir que chaque famille endeuillée ne basculerait plus dans la misère, Traoré a reconstruit un pacte social là où les institutions s'effritaient. L'effet a été immédiat. Une partie de la population, autrefois résignée, a commencé à percevoir l'État non comme un spectateur du chaos, mais comme un acteur désireux de préserver la dignité. Le contexte général reste pourtant marqué par une pression constante. Villages isolés, routes sous menace permanente, forces de sécurité dispersées. Mais cette recomposition du lien humain a modifié la manière dont l'armée se perçoit et dont le pays comprend son propre combat. Dans les premiers mois suivant la mise en place du Fonds de solidarité nationale pour la défense, un changement subtil mais mesurable apparaît dans les récits recueillis auprès de soldats stationnés dans les zones reculées. Plusieurs d'entre eux témoignent d'un phénomène inédit, l'idée que l'État ne les abandonnait plus après les combats. Cette perception, encore fragile, agit comme un levier psychologique puissant car elle rompt avec une longue tradition de désengagement institutionnel. Le rôle du personnage guide s'incarne alors à travers des figures discrètes, de jeunes sous-officiers chargés de relayer les aides ou des responsables de centres de rééducation qui accueillent les blessés. Leur action ne se limite pas à distribuer des ressources. Elle consiste à maintenir un fil moral entre le front et la société. Dans un camp
isolé du Sahel, un adjudant raconte comment l'arrivée d'un soutien régulier pour la famille d'un soldat décédé a changé le ton des réunions quotidiennes. Le geste n'a pas effacé la peur, mais il a réduit la résignation. Un second micro-cas se déroule dans un centre de réintégration de soldats traumatisés. Là, un ancien combattant explique que l'accès à une formation en mécanique lui a permis de recommencer à envisager un futur. Ce type de trajectoire individuelle, encore peu visible, signale pourtant un déplacement profond. Le conflit ne fabrique plus seulement des pertes, mais parfois des reconstructions. Ces impacts précoces demeurent fragiles, mais ils éclairent déjà une question centrale pour la suite du récit. La cohésion n'est-elle d'abord du soutien ou de la stratégie ? Le déclencheur apparaît dès les premières semaines suivant l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, un front militaire désorganisé, des villages pris dans une spirale d'attaque et une armée où le moral se délite. Les chaînes de commandement vacillent, les unités avancent ou reculent sans vision commune. Dans certains secteurs, les soldats tiennent des positions isolées, faute de renforts. Le pays s'étire, fragile, entre urgence et attente. Tout indique qu'une rupture plus profonde menace. Puis vient le premier mouvement structurant. Traoré, au lieu de se retrancher dans une logique strictement opérationnelle, multiplie les déplacements en zones sensibles. La scène est répétée, mais jamais théâtrale. De la poussière, des postes avancés sommaires, des discussions de quelques minutes sous un auvent improvisé. Ce geste, d'apparence simple, déplace le centre de gravité institutionnel. Les soldats voient le chef de l'État affronter le même environnement qu'eux, et cette présence devient un marqueur. Il ne s'agit pas d'une stratégie médiatique. Les témoignages décrivent un dirigeant qui demande des récits précis, qui écoute des détails logistiques, qui note des difficultés. Le déclencheur se transforme en signal. Le pic se produit lorsque le Fonds de solidarité nationale pour la défense entre réellement en action. Les premières allocations arrivent. Les premières familles confirmant avoir reçu une aide mensuelle font circuler l'information. La nouvelle s'étend rapidement parmi les unités. Veuves, orphelins, soldats blessés ne sont plus laissés seuls. Ce moment agit comme un point de bascule. L'armée, jusque-là enfermée dans un cycle d'usure, retrouve une forme de cohésion. Le récit dominant n'est plus uniquement celui de la perte, mais celui d'un lien qui se retisse. Le dispositif ne résout pas la guerre. Il réintroduit une logique de responsabilité mutuelle. Dans les camps, les réactions changent. Certains officiers décrivent un léger infléchissement du climat émotionnel. Les briefings reprennent de la densité, les patrouilles sont lancées avec moins de résignation. Dans les centres de rééducation ouverts pour les blessés, l'arrivée de nouveaux équipements et l'accompagnement psychologique offrent une respiration inattendue. Des soldats auparavant considérés comme hors du combat commencent à reconstruire un rythme quotidien. Le pic n'est pas spectaculaire, mais il est tangible. L'onde se déploie ensuite au sein de la société civile. Elle ne se manifeste pas par des manifestations ou des discours. Elle se lit dans les gestes minuscules. Une famille qui envoie son enfant à l'école grâce au soutien financier reçu, un ancien combattant qui découvre qu'une formation professionnelle lui ouvre la possibilité d'un métier, des villages qui rétablissent des liens avec les forces de sécurité locales. La solidarité devient un langage commun. C'est là que le mouvement gagne en profondeur. Parallèlement, les critiques émergent. Certains acteurs politiques contestent l'orientation d'Ibrahim Traoré, jugeant ses réformes trop sociales dans un contexte où le pays manque d'équipements modernes, mais l'onde continue de se propager. Les soldats notent la différence. Les civils observent les résultats. L'institution militaire, longtemps marquée par la fatigue, commence à se percevoir comme un corps respecté et non comme une ressource sacrifiable. Ce flux, déclencheur, pic, onde, ne suit pas une courbe linéaire. Il épouse les contours d'un pays en guerre, avec des retours en arrière, des tensions et des ambiguïtés. Mais il construit une dynamique, celle d'un État qui tente de recomposer son tissu humain avant de reconstruire sa force opérationnelle. Et dans cette succession de gestes, un principe apparaît. La cohésion précède l'efficacité. Le mouvement s'éclaire dès la première phrase, comme un passage de la situation initiale vers sa transformation. Avant les réformes, les familles endeuillées étaient laissées sans soutien structuré. Après leur mise en place, plus de 10 000 familles ont reçu une aide régulière en 2023. Cette transition d'un vide institutionnel à un accompagnement constant fixe la première mesure tangible de l'impact.
La donnée n'est pas seulement volumétrique, elle reflète un changement culturel. Le soutien cesse d'être exceptionnel, il devient un droit affirmé. La deuxième mesure s'observe du côté de l'éducation. Dans un pays soumis à une pression sécuritaire continue, scolariser les enfants de soldats tombés au combat n'était pas considéré comme une priorité opérationnelle. Pourtant, la réforme a permis la prise en charge de 5000 orphelins. Là encore, le delta n'est pas seulement chiffré. Il rattache ces enfants, souvent invisibles, à une trajectoire sociale stabilisée. Ce déplacement du centre de gravité institutionnel compte autant que les chiffres eux-mêmes, car ce qui est consolidé ici, c'est la capacité d'un État à protéger l'avenir de ceux qui portent la perte la plus lourde. La troisième mesure appartient au champ de la réinsertion professionnelle, particulièrement critique dans un contexte où la sortie du front s'accompagne souvent de ruptures psychologiques et économiques profondes. En 2024, environ 1500 anciens militaires ont pu ouvrir une activité dans les secteurs de la mécanique, de l'agriculture ou de l'artisanat. L'effet cumulatif est notable. Ces petites entreprises créent un tissu économique local dans des zones où l'emploi est rare. Elles jouent aussi un rôle thérapeutique, redonnant une fonction sociale à des individus parfois marqués par des traumatismes sévères. À ce stade, l'intervention d'Ibrahim Traoré n'est plus perçue comme un geste symbolique, mais comme une architecture cohérente. Chaque indicateur raconte la même logique: stabiliser les trajectoires individuelles pour reconstituer un socle collectif. Les centres de rééducation pour blessés, même s'ils ne disposent pas d'une métrique unique consolidée, s'inscrivent dans ce mouvement. Les témoignages évoquent une amélioration de l'accès aux soins, des prothèses disponibles, des services psychologiques réguliers. Ces éléments, bien que qualitatifs, complètent les données chiffrées en dessinant un écosystème. L'analyse quantitative révèle aussi une corrélation indirecte. Lorsque le soutien institutionnel se renforce, la résilience opérationnelle des unités augmente. Ce lien n'est pas mécanique, mais il apparaît dans les récits du terrain. Moins de désertion, plus de cohésion, davantage de volontaires. Une armée qui se sait reconnue développe un engagement différent. Ce changement se mesure difficilement, mais il s'observe dans les détails. Régularité des patrouilles, stabilité des effectifs, discipline accrue dans certains secteurs. Enfin, ces chiffres se lisent dans un contexte où les contraintes structurelles demeurent lourdes. Manque d'équipements modernes, vastes zones rurales difficiles à sécuriser, pression terroriste continue. Les réformes ne suppriment pas ces réalités. Elles créent un amortisseur. Elles réduisent la vulnérabilité sociale. Elles rendent la guerre moins destructrice pour ceux qui n'ont pas choisi de la mener. Cette section pose donc un constat précis. La quantification ne raconte pas tout, mais elle atteste qu'un pays en guerre peut transformer ses lignes de fracture lorsqu'il investit dans la dignité humaine plutôt que dans l'abstraction stratégique. Deux lectures du projet porté autour des réformes militaires et sociales s'affrontent depuis le début. La première, très présente au sein d'une partie de l'élite politique et économique, affirme que le Burkina Faso aurait dû concentrer l'essentiel de ses ressources sur la modernisation matérielle, armes plus sophistiquées, technologies de surveillance, équipements lourds. Selon cette thèse, seule une montée en puissance technologique pourrait véritablement inverser le rapport de force face aux groupes armés. Les soutiens sociaux seraient alors perçus comme un luxe en temps de guerre, une distraction budgétaire qui ralentirait l'efficacité stratégique. La seconde thèse défend une lecture plus humaine du conflit. La guerre se gagne d'abord par la résilience, la cohésion et la loyauté. Dans cette vision, l'amélioration du moral des troupes, la protection des familles endeuillées, l'accompagnement des blessés et la réintégration des anciens combattants créent un socle social sans lequel aucune stratégie militaire ne peut tenir dans la durée. Les données issues du terrain, cohésion renforcée, baisse de la désertion, nombre croissant de jeunes volontaires alimentent cette perspective. Entre ces deux thèses, la réponse doit s'appuyer sur ce que les chiffres et les trajectoires observées révèlent réellement. Les réformes sociales n'ont pas empêché les unités de combattre, elles ont au contraire consolidé leur capacité à tenir sous pression. La multiplication des formations professionnelles, la création d'entreprises par d'anciens militaires, l'accès élargi aux soins pour les soldats et leurs proches ont produit un effet stabilisateur visible, sans équipement moderne, certes, mais avec un capital humain moins fracturé. Ceux dans une version renforcée de l'argument n'évacuent pas les limites.
L'armée reste confrontée à un déficit matériel qui pourrait freiner ses avancées, mais il répond à l'argument central. Un arsenal sophistiqué ne peut compenser une armée démoralisée. La cohésion est devenue un multiplicateur de force. Et dans un pays où les ressources financières sont sévèrement limitées, investir dans la dignité humaine n'est pas un supplément d'âme, c'est un prérequis opérationnel. La bascule se produit silencieusement. Dans un camp éloigné, un officier raconte comment un changement presque imperceptible a reconfiguré l'atmosphère. Les soldats ne parlent plus seulement de pertes, mais de perspectives. Ce glissement, discret pour un observateur extérieur, marque pourtant le véritable comme un point central du récit du processus initié par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit plus seulement de réparer, mais d'élargir ce qui fonctionne. Le comme une révélation apparaît dans une scène simple. Un groupe de soldats blessés, participant à une séance de rééducation psychologique, décrit, pour la première fois depuis des mois, un sentiment de continuité. Cette continuité, retrouver un rythme, imaginer un avenir, reconstruire une routine, agit comme un pivot dans un paysage marqué par l'incertitude. En parallèle, les familles bénéficiaires du fonds de solidarité commencent à se coordonner entre elles. Échange d'informations, entraide, création de micro-réseaux locaux. Ce phénomène non orchestré par l'État indique que le soutien institutionnel n'est plus perçu comme un secours ponctuel, mais comme une structure durable. À ce stade, une question s'impose en filigrane. Que devient une armée lorsque la dignité redevient une ressource collective ? Les effets des réformes s'observent désormais en couches distinctes, chacune révélant comment une nation en guerre absorbe puis réoriente une dynamique initiée au sommet. Sous Ibrahim Traoré, ces transformations ne suivent pas une ligne unique, elles se diffusent selon des logiques propres à chaque groupe social. Au niveau de l'état-major. Dans les sphères où se prennent les décisions stratégiques, un changement structurel se fait sentir. La planification n'est plus strictement centrée sur les opérations. Les réunions internes intègrent davantage les paramètres humains. Fatigue, disponibilité, vulnérabilité familiale, ce qui constitue une rupture par rapport aux années précédentes. Plusieurs officiers remarquent que les unités autrefois instables présentent désormais une régularité accrue. La cohésion n'est pas totale, mais elle cesse d'être volatile. Les retours du terrain soulignent une baisse nette des tensions internes liées au sentiment d'abandon. Cette stabilisation, même partielle, renforce la capacité de l'état-major à coordonner les secteurs dispersés du Sahel et à réagir plus vite aux attaques. Dans la société civile, les familles bénéficiaires du fonds de solidarité deviennent les premières à ressentir la transformation. Les aides mensuelles, régulières et prévisibles leur permettent d'éviter l'effondrement économique immédiat qui accompagnait souvent la perte d'un proche. L'effet dépasse le foyer. Dans plusieurs localités, des veuves s'organisent en groupes d'entraide, mutualisant informations, démarches administratives et soutien psychologique. L'éducation des orphelins, prise en charge pour des milliers d'enfants, redéfinit la manière dont les villages perçoivent en l'avenir. Là où régnait l'incertitude, une forme de continuité sociale réapparaît. Pour de nombreux civils, cette réforme réinscrit l'État dans leur vie quotidienne, non plus comme une abstraction lointaine, mais comme une présence concrète. Chez les anciens combattants, les effets se lisent dans les trajectoires individuelles, mécaniens, petits agriculteurs, artisans. Les 1500 anciens militaires réinsérés grâce aux formations et aux subventions ne représentent pas un bloc homogène, mais ils provoquent un basculement symbolique majeur. L'ancien combattant cesse d'être perçu comme une figure brisée par la guerre, il redevient un acteur économique identifié. La possibilité d'un emploi stable réduit les risques de marginalisation et d'errance, des phénomènes souvent aggravés dans les pays en conflit prolongé. Les centres de rééducation psychologique jouent un rôle complémentaire. Ils offrent un espace où la transition entre front et société cesse d'être un vide. Sur l'économie locale, les petites entreprises créées par d'anciens soldats tissent un maillage discret mais croissant. Dans les zones rurales, deux évolutions apparaissent. Une augmentation de microservices, réparation, culture, artisanat, et une stabilisation de certains marchés locaux grâce à la circulation régulière de revenus nouveaux.
Les commerçants notent une hausse modérée mais perceptible de la demande. Rien d'explosif, mais une onde qui s'étend. La réinsertion devient un moteur indirect d'activité économique, un mécanisme qui renforce la résilience des communautés sous pression sécuritaire. À travers ces 4 groupes, une logique se dessine. Les réformes ne produisent pas un choc spectaculaire, mais un système de rééquilibrage progressif. Et cette dynamique, en se diffusant, modifie les attentes, les rythmes et les rapports entre civils, armées et institutions. Le pays aborde une zone charnière où les trajectoires possibles se dessinent avec plus de netteté, mais sans certitude. Les dynamiques enclenchées sous l'effet des réformes exigent d'être projetées dans le temps pour comprendre ce que pourraient devenir les prochains mois. Dans cette projection, les dispositifs sociaux continuent de fonctionner sans rupture majeure. Les familles maintiennent un minimum de sécurité économique, les soldats blessés poursuivent leur rééducation et les anciens combattants stabilisent leurs activités professionnelles. L'armée conserve un niveau de cohésion suffisant pour contenir la pression terroriste, même si les percées restent rares. La situation sécuritaire demeure tendue mais contrôlable dans plusieurs zones rurales. L'État, fort de cette stabilité relative, se concentre sur l'amélioration graduelle de la coordination entre unités. Ce scénario repose moins sur une victoire militaire que sur une gestion régulière des vulnérabilités internes. Ici, l'effet cumulatif des réformes s'amplifie. Les réseaux d'entraide entre familles s'étendent, les centres de formation professionnelle augmentent dans leur capacité d'accueil, et les jeunes soldats, inspirés par les récits de réinsertion réussie, renforcent les rangs de l'armée. La coopération régionale pourrait se densifier, permettant un partage d'informations plus fluide sur les mouvements des groupes armés. Les résultats visibles encouragent une adhésion plus large de la population, ce qui réduit l'influence des critiques internes. L'armée, mieux structurée émotionnellement et socialement, améliore son efficacité opérationnelle malgré le manque de matériel sophistiqué. Dans ce scénario, la cohésion sociale devient un multiplicateur de force, transformant progressivement l'équilibre du conflit. Cette hypothèse se matérialise si plusieurs facteurs se combinent. Recrudescence d'attaques terroristes, essoufflement budgétaire, difficultés logistiques dans le versement des aides, isolement diplomatique ou montée de tensions internes. La cohésion fragile de l'armée risque alors de s'éroder, compromettant les avancées réalisées. Les familles, privées d'un soutien constant, replongeraient dans l'incertitude économique, tandis que les anciens combattants pourraient se retrouver à nouveau marginalisés. Une telle spirale ouvrirait la voie à une instabilité accrue, susceptible de fragmenter les réseaux de solidarité construits au cours des dernières années. Une recommandation pour comprendre ces trajectoires. Pensez l'avenir du Burkina Faso, non en termes de victoire ou de défaite, mais en termes de capacité à maintenir un tissu humain suffisamment solide pour absorber les chocs. Car dans cet environnement, la résilience collective reste la variable déterminante. Dans cette phase du récit, la question n'est plus seulement de comprendre l'évolution du pays, mais d'observer comment ces transformations atteignent ceux qui ne portent pas d'uniforme. 3 angles permettent de relier cette réalité à l'expérience de chacun. L'angle des familles ordinaires. Pour de nombreux foyers, même éloignés des zones de combat, les réformes modifient la perception de l'État. Voir des veuves obtenir un soutien mensuel ou des orphelins accéder à l'école instaure un sentiment de continuité sociale. Cette continuité rejaillit sur les autres familles qui interprètent en ce geste comme une preuve que des institutions peuvent encore protéger les plus vulnérables. Elle nourrit une idée simple. Si l'État peut accompagner ceux qui subissent la guerre de plein fouet, il peut aussi, peut-être, mieux répondre aux besoins civils plus larges. L'angle des jeunes, beaucoup de jeunes burkinabés, se trouve devant un paysage où les opportunités sont étroites, mais la valorisation des anciens combattants réinsérés ouvre une fenêtre mentale, celle d'une ascension possible, même depuis un contexte instable. Les formations techniques, les petites entreprises, créées par d'anciens soldats, ou l'engagement accru dans l'armée dessinent des trajectoires nouvelles. Ce n'est pas un modèle figé, c'est un horizon que certains commencent à considérer comme atteignable, l'angle des communautés locales. Dans les villages du Sahel ou du centre-nord, les effets se lisent de manière plus diffuse. L'arrivée de revenus stables chez des anciens militaires, l'essor de microservices ou la coordination entre familles touchées par la guerre créent des micro-noyaux économiques.
Ces noyaux renforcent les solidarités existantes, voire relancent des marchés fragilisés. Pour les communautés, cette circulation de ressources devient une forme de respiration dans un environnement sous tension. Au croisement de ces trois angles, une réalité s'impose. La transformation n'est pas spectaculaire, mais elle touche des vies ordinaires d'une manière qui redéfinit lentement les attentes envers l'État et l'avenir. Dans cette phase, le récit atteint un point où l'action doit être pensée sous forme de séquence. Les réformes déjà engagées sous Ibrahim Traoré nécessitent désormais une structuration plus lisible pour garantir leur continuité. Une feuille de route en 4 étapes permet de clarifier ce qui peut solidifier les acquis. Consolider les dispositifs de soutien existants. Le fonds de solidarité et les centres de rééducation ont montré leur efficacité, mais leur pérennité dépend de mécanismes administratifs stables. Il s'agit d'assurer la régularité des paiements, de renforcer les équipes de suivi local et de sécuriser les budgets dédiés. Cette consolidation ne vise pas l'expansion, mais la robustesse. Éviter les ruptures qui fragiliseraient la confiance établie. Étendre les capacités de formation et d'insertion. L'ouverture de formations professionnelles pour anciens combattants doit être complétée par un maillage territorial plus dense afin que les régions éloignées puissent en bénéficier. La création de partenariats avec des artisans, coopératives agricoles ou ateliers mécaniques locaux permettrait d'élargir l'offre sans exiger des infrastructures lourdes. L'objectif : multiplier les trajectoires viables, proches des réalités socio-économiques, renforcer la coordination sécuritaire régionale. Même si les réformes internes ont produit un effet de stabilisation, le Burkina Faso évolue dans un environnement où les groupes armés franchissent régulièrement les frontières. Développer des mécanismes de partage d'informations avec les pays voisins constitue une étape cruciale. Une meilleure fluidité des alertes améliore la préparation des unités et réduit la vulnérabilité des zones rurales. Accroître la transparence institutionnelle. Pour maintenir la cohésion, il faut rendre visibles les progrès, les limites et les besoins. Des bilans trimestriels publics sur les aides versées, les réinsertions réussies, les lacunes rencontrées permettraient d'associer davantage citoyens, militaires et autorités locales à la trajectoire globale. Au centre de cette feuille de route, une logique domine, structurer le lien humain pour rendre durable une dynamique née dans la crise. Dans l'un des centres de rééducation évoqués plus tôt, un ancien soldat racontait qu'il avait dû réapprendre des gestes simples, marcher sans douleur, dormir sans sursaut, parler sans craindre le silence. Cet espace, pensé d'abord comme un lieu de soins, était devenu pour lui un trait d'union entre ce qu'il avait perdu et ce qu'il commençait à reconstruire. C'est dans ce type de scène, intime et discrète, que l'on mesure la portée véritable des choix d'Ibrahim Traoré. Un pays en guerre ne se répare pas par un geste unique, ni par une victoire nette, mais par l'accumulation de moments où un individu retrouve sa dignité. Les familles aidées, les anciens combattants réinsérés, les soldats blessés accompagnés, tous nourrissent cette même dynamique lente, mais profonde, qui rétablit un lien là où la rupture semblait irréversible. Lorsque cet ancien soldat a franchi pour la première fois la porte de l'atelier mécanique où il avait été placé, il déclara simplement qu'il se sentait de nouveau utile. Cette phrase, à elle seule, résume l'ambition générale. Transformer la survie en trajectoire. La dignité peut redevenir une force collective. Dans cette histoire, aucune victoire n'est proclamée et aucun triomphe n'est assuré. Pourtant, quelque chose s'est déplacé. Une manière de regarder le pays, de percevoir ses failles et ses forces, de comprendre ce que peut produire un engagement humain lorsqu'il se propage de proche en proche. Les réformes, les aides, les réinsertions, les gestes modestes accomplis au quotidien ont esquissé une trajectoire qui dépasse les seuls enjeux militaires. Elles ont montré qu'un pays ne tient pas seulement par ses défenses, mais par la valeur qu'il accorde à ses vies les plus fragiles. Si cette transformation vous interpelle, si elle nourrit une réflexion sur ce que peut être un État au service de sa population, alors la suite vous appartient. Partagez des idées, questionnez les choix, encouragez les initiatives locales ou simplement relayer ce récit contribue déjà à renforcer ce fil invisible qui traverse la société. Chaque voix compte, chaque perspective enrichit l'ensemble.